Ah, le Maroc, quel pays formidable. Bon, je ne suis pas totalement objectif parce que j'y suis né, je suis né à Marrakech. Je suis parti jeune, je fais mes études et ça fait à peu près maintenant 22 ans que je suis revenu pour exercer mon métier de conseil juridique et fiscal destiné aux investisseurs étrangers qui investissent au Maroc. Et donc, le Maroc est un pays fantastique, pas simplement pour toute la richesse intrinsèque qu'il puisse avoir et également avec son temps formidable, son soleil, mais surtout par la grande convivialité, par la grande hospitalité qui n'est pas légendaire de son peuple. Et c'est un plaisir, c'est un véritable kiff de vivre dans ce pays parce que les gens y sont aimables tout simplement. Mais quand on vient me voir, et quand on venait me voir il y a 20 ans de ça, on me disait mais je voudrais m'installer au Maroc, il paraît que c'est un paradis fiscal. Alors, ça pouvait l'être peut-être à une certaine époque quand on pouvait se permettre à un moment de ne pas déclarer tous les avoirs qu'on avait dans les banques en Suisse ou autre. Mais ça c'était le monde d'avant. Dans le monde de maintenant, les clients qui viennent me voir me disent mais j'aimerais beaucoup m'installer au Maroc, y a-t-il des avantages fiscaux? Donc ça a un peu changé sur l'approche, qui n'est pas plus mal. Et oui, il y a des avantages fiscaux. Alors je vais vous parler plutôt de la relation franco-marocaine, qui est un peu ma spécialité, on va dire. Et lorsqu'on est donc résident fiscal de France et qu'on vient s'installer au Maroc, il peut y avoir des avantages fiscaux par rapport à la France à venir s'installer au Maroc. Alors, bien évidemment, je vais m'adresser à une certaine catégorie de clientèle, c'est-à-dire des gens qui ont relativement des moyens et qui ont, par exemple, qui perçoivent des dividendes, soit de sociétés qu'ils ont en France, soit tout simplement d'actions qu'ils pourraient disposer au titre d'un portefeuille titre, etc. En France, ils sont imposés naturellement à 30% au niveau de la flat tax Macron, comme on l'appelle, voire même plus, à 34% pour des hauts revenus. Et dans la mesure où ils viendraient s'installer au Maroc et qu'ils y établiraient leur domicile fiscal, et bien à ce moment-là, compte tenu de la convention fiscale franco-marocaine, ils ne seraient plus imposés qu'à 15%. Donc ça fait déjà une économie de 50% d'impôts, ce qui n'est pas négligeable. De la même manière, ils ne seraient soumis à l'IFI, donc là encore une fois, je parle d'une catégorie relativement aisée, des gens qui ont donc plus d'1 300 000 € de patrimoine immobilier. Ils ne seraient soumis à l'IFI désormais que sur le patrimoine immobilier français, et pas sur le patrimoine immobilier étranger, notamment marocain, dans la mesure où ils élisent donc leur domicile fiscal au Maroc. Donc là aussi, c'est un aspect qui est intéressant. Et puis souvent on m'évoque les droits de succession. On me dit mais il n'y a pas de droit de succession au Maroc, donc c'est peut-être très intéressant. Oui, il n'y a pas de droit de succession au Maroc, mais il y en a en France. Et il y en a en France notamment dès que l'un de ses héritiers vient en France. Donc on peut très bien vivre au Maroc, y avoir sa résidence fiscale, y avoir tout son patrimoine, mais si l'un de ses héritiers vient en France, et bien cet héritier-là supportera les droits de succession en France sur tout le patrimoine qui lui sera transmis, y inclut le patrimoine étranger, notamment le patrimoine marocain par exemple. Alors bien évidemment il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions de donation. Il y a des solutions qui sont prévues également dans la convention fiscale franco-marocaine, avec notamment le fait de pouvoir disposer de valeurs mobilières au Maroc qui permettent en fait d'être aux héritiers français, aux résidents en France, d'être exonérés de droits de succession sur les valeurs mobilières marocaines qu'un Français détiendrait au Maroc. Et je précise pour les binationaux, les franco-marocains en l'occurrence, que si vous êtes naturellement considéré comme marocain au Maroc, vous êtes néanmoins considéré comme français pour la France. Donc ça jouerait également cet aspect-là pour un franco-marocain ayant des héritiers en France. Donc il y a
quand même un certain nombre d'avantages fiscaux, et je ne peux pas tout vous citer ici parce qu'après c'est à chaque fois un cas d'espèce, un cas particulier. Il y a tout un ensemble d'avantages, d'autant plus qu'après on est quand même un peu plus les coups des franches. Il faut savoir que la France, comme vous le savez, est un des pays qui taxe le plus au monde, qui a mis en place une police fiscale, qui a mis des logiciels en place pour traquer les fraudeurs fiscaux et qui a la plus grande suspicion dès qu'on gagne de l'argent ou dès qu'on essaye de faire quelque chose à l'étranger avec son argent. Donc si par exemple un Français décide maintenant d'ouvrir un compte, d'ouvrir une société au Luxembourg, ce qui peut avoir ses avantages, il est quasiment immédiatement contrôlé fiscalement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays du monde, donc en l'occurrence notamment au Maroc, vous pouvez parfaitement disposer d'avoir à l'étranger, créer des sociétés sans que ça attire immédiatement les foudres de l'administration fiscale. Je dis ça et nous sommes en septembre 2024, le gouvernement français se cherche encore et on parle déjà de justice fiscale, dose d'impôt, dose de droit de succession, peut-être de rétablissement de l'ISF, que sais-je. Donc là encore je parle à un certain moment, mais peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, les choses vont s'aggraver entre guillemets d'un point de vue fiscal en France et malheureusement cette position va faire que tout un ensemble de gens vont vouloir quitter la France parce que c'est un des pays qui est le plus taxé au monde. Et puis nous avons aussi tous ces gens qui souhaitent un moment vivre autre chose, franchir certaines étapes dans leur vie, vivre dans un autre pays peut-être différent, avec une culture différente, tel que le Maroc, qui se situe après tout à 2h30 par avion de France, et qui est un pays très agréable qui ne cesse d'évoluer, de croître et où les infrastructures sont de plus en plus satisfaisantes à tout point de vue, notamment au niveau sanitaire et hospitalier, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Donc ça peut avoir un sacré avantage de venir s'installer au Maroc. Alors généralement, une des questions qui se pose assez naturellement quand on va s'installer dans un pays, c'est l'immobilier. Alors, je voudrais acheter, généralement on préfère acheter que louer. Alors acheter, écoutez, acheter c'est n'importe qui peut acheter, n'importe quel étranger peut acheter au Maroc, sauf s'il va acheter ce qu'on appelle des terrains agricoles. C'est-à-dire des terres qui ne font pas partie d'un périmètre urbain. C'est assez rare, mais ça peut se trouver. Moi, je conseille d'éviter ce type de choses, sauf à ce qu'on ait à faire un vrai projet commercial, industriel ou autre, et là on passe sur autre chose. Il faut aussi, selon moi, éviter ce qu'on appelle les biens melk, c'est-à-dire les biens qui ne sont pas titrés, parce que ça peut assez rapidement devenir un imbroglio juridique aux dépens d'investisseurs. Donc il y a suffisamment de quoi faire au Maroc, il y a suffisamment de terrains ou de maisons titrées, on appelle ça. Et donc il est préférable déjà d'aller vers ce type de produit. Souvent une des questions qu'on me pose, c'est on me dit mais si je mets de l'argent au Maroc, si j'investis de l'argent au Maroc, il paraît qu'on ne peut pas le ressortir. Alors si, parce que sinon personne ne viendra investir naturellement. Bien sûr qu'on peut ressortir tout étranger qui investit au Maroc, qui envoie des devises au Maroc, peut naturellement les ressortir. Il suffit de prendre entre guillemets quelques précautions d'usage, des précautions administratives. C'est-à-dire quand vous envoyez de l'argent au Maroc, vous devez obtenir de la banque marocaine qui aura reçu vos devises, mais qui auront été converties en dirhams, un document qui justifie que c'était des devises préalablement que vous avez fait venir, qui ont été converties au dirham, et ensuite vous devez disposer d'un certain nombre de pièces justificatives de votre investissement. Si par exemple vous avez acheté une maison, il faudra avoir le document du notaire qui justifie l'acquisition de la maison, grâce notamment aux moyens des fonds que vous avez adressés. Et ça, il faudra bien le garder précieusement, parce que le jour où vous revendrez cette maison dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans,
et que vous voudrez sortir l'argent du Maroc pour le renvoyer en France par exemple, eh bien on vous demandera de justifier qu'à l'époque vous avez bien fait entrer des devises. C'est pour ça que ce justificatif bancaire, qui s'appelle la formule 2, voire des fois l'annexe 3 selon ce qu'on a fait, que vous avez demandé à votre banque au moment où vous avez envoyé l'argent au Maroc, et ainsi que l'acte d'acquisition du bien, etc., vous seront à ce moment-là nécessaires. Donc on peut acheter. Alors ce qui se passe beaucoup ces temps-ci, on va dire pour le client investisseur lambda, veut investir à Marrakech. Moi qui suis marrakechis d'origine, je ne peux que l'encourager dans cette voie. Marrakech est une ville magique, c'est ce qui se dit, c'est ce qui est probablement vrai. Et donc elle est magique, mais il ne faut pas que ça tourne à la sorcellerie, n'est-ce pas? Donc il faut y aller avec quand même prendre un minimum de précautions. Je rappelle que vous venez faire un investissement. L'investissement, il faut toujours être prudent. Dans un pays étranger dont on ne connaît pas forcément toujours les us et coutumes, ni même la législation, il convient là encore d'être prudent. Ce n'est pas parce que quasiment tout est en français et tout ressemble beaucoup à la France que ça veut dire qu'on est en France. C'est différent. C'est comme si vous alliez investir en Chine ou ailleurs. Vous prendriez un minimum de précautions et vous ne vous satisferiez pas de ce que vous a dit un copain rencontré dans un café. Donc, il faut généralement s'entourer de conseillers, d'experts comptables notoires, bien connus, bien assis, de notaires qui ont une bonne réputation pour faire les choses au mieux. C'est fondamental, c'est très important. Et donc, vous pouvez naturellement, alors c'est ce que veulent beaucoup de gens, acheter une maison, et puis souvent ils veulent acheter cette maison, mais tout le monde ne franchit pas le pas de venir s'installer, établir sa résidence fiscale au Maroc. Souvent des gens veulent acheter pour pouvoir louer et venir de temps en temps au Maroc dans la maison qu'ils ont achetée. Alors c'est parfaitement possible, c'est parfaitement envisageable. Pour autant, si c'est de la location donc dite saisonnière en fin de compte, comme du Airbnb si vous préférez, forcément ça suppose une fiscalité. Donc lorsque vous louez au Maroc, eh bien naturellement l'impôt se paie au Maroc. Et donc cet impôt doit être loué, puisque souvent les gens ignorent, c'est que lorsque vous louez un bien qui est donc meublé, puisque a priori c'est de la location saisonnière, le bien est naturellement meublé, eh bien il y a de la TVA. Et oui. Et il y a une TVA qui est à 20%, sauf si on était dans un cadre hôtelier, c'est-à-dire qu'on est classé son bien comme un hôtel, comme une maison d'hôte hôtelière. Là, la TVA serait un taux réduit. Mais j'achète un bien et je décide de le louer, meublé, normalement c'est 20% de TVA, ce que beaucoup de gens ignorent, et ce qui pourra leur être un moment légitimement reproché par le fisc en la matière. Donc il y a de la TVA, il y a un impôt foncier, lorsque c'est à titre personnel qu'on le fait, on est soumis à un impôt foncier marocain qui dépend en fin de compte de la tranche d'imposition qu'on peut subir au Maroc. Quand bien même on serait résident fiscal français, compte tenu de la convention fiscale franco-marocaine, c'est au Maroc qu'on doit payer ses impôts lorsqu'on y loue un bien immobilier. Et donc il y a un abattement de 40% qui s'applique, et sur le reste, donc j'ai mes loyers de 1000, moins 40%, ça fait 400, il me reste 600. Sur les 600, je vais être soumis à l'impôt progressif marocain, dont les tranches vont peut-être réduire en 2025, mais qui sont actuellement la tranche maximale est à 38%. On l'atteint dès qu'on a franchi la barre des 18 000 euros dans l'année. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Bien évidemment, on peut aussi le faire par le biais d'une société, c'est-à-dire je peux créer une société au Maroc, tout en étant résident fiscal de France, et je peux avec cette société-là acquérir un bien immobilier et le louer. Alors pas forcément une SCI, ça peut très bien être une SARL. La SCI n'est transparente fiscalement au Maroc à partir du moment où les associés occupent le bien.
Et là, en l'occurrence, si c'est pour le louer, ça sera pas le cas. Donc, elle ne sera pas transparente fiscalement. Donc, elle sera soumise à l'impôt sur les sociétés. À ce moment-là, autant passer par une société à responsabilité limitée, voire, pour un certain nombre de raisons, à une SAS. Et d'acquérir le bien, de le louer. À ce moment-là, on peut déjà déduire l'amortissement du bien immobilier, donc 4% par an. Donc, si vous avez acheté un bien à 200 000 euros, ça fait 8 000 euros d'amortissement par an que vous allez pouvoir imputer sur les loyers. C'est une écriture comptable. Donc vous allez diminuer votre charge fiscale, sachant que l'impôt sur les sociétés au Maroc va bientôt être, parce qu'il est le gouvernement a décidé de le réduire progressivement sur ces années, et en 2026 il devrait être de 20%. Donc vous payeriez un impôt après avoir déduit toutes vos charges, avoir déduit l'amortissement, etc., de 20%. Dans la mesure où vous avez envoyé de l'argent depuis la France dans cette société pour acquérir le bien immobilier, vous avez donc fait ce qu'on appelle un prêt d'actionnaire. Donc vous avez un compte courant dans cette société. Donc la société, quand elle a payé l'impôt sur les sociétés, elle peut vous rembourser naturellement. Et donc vous n'avez pas d'impôt supplémentaire à payer, puisqu'après on ne fait que vous rembourser l'argent que vous avez mis vous-même dans la société. Donc votre charge fiscale est extrêmement réduite en fait. N'oublions pas encore qu'il y a de la TVA à réclamer à votre clientèle qui vient occuper le bien de temps à autre, et que vous-même d'ailleurs, lorsque vous viendriez au Maroc pour profiter de ce bien qui appartient non pas à vous mais à une société, eh bien vous serez censé naturellement payer un loyer à cette société. Alors vous pouvez naturellement l'imputer sur le compte courant que vous avez, puisque la société vous doit de l'argent, donc il suffit de compenser. Donc c'est une opération blanche pour vous, mais fiscalement obligatoire. Alors, vous allez me dire, ah oui, c'est intéressant, bon, on ne savait pas tout ça, toutes ces règles-là, c'est bien, mais bon, moi j'ai des potes au Maroc, ils font pas tout ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent tout et n'importe quoi, et à un moment, ça leur revient en pleine figure. Donc quand on vient faire un investissement, d'une manière générale, généralement c'est de l'argent qu'on a eu du mal à gagner, qu'on vient investir pour soi, pour sa famille, qui plus est quand on le fait dans un pays étranger, on essaye d'être respectueux des règles juridiques et fiscales, parce que sinon à un moment on peut en payer le prix, ce qui est normal, et il vaut mieux éviter, il vaut mieux que les choses se fassent d'une manière clean et propre. Même si on pense qu'à un moment, on gagne un peu moins d'argent que le petit copain qui était plus intelligent que tout le monde, peut-être qu'en fin de course, on va se voir qu'en fin de compte, on a été peut-être, en étant prudent et respectueux, que c'est nous qui avons gagné en fin de compte à tout point de vue. Donc, je pense qu'il est préférable de respecter la loi. Et je pense que comme ça, on peut aussi dormir tranquille, ce qui n'est pas négligeable. Donc, voilà sur le bien immobilier par une société. On peut aussi naturellement faire des affaires au Maroc. On peut venir créer une société. On n'est pas obligé d'avoir un actionnaire local. On n'est pas obligé d'avoir un gérant ou un dirigeant local. J'entends par là quelqu'un qui réside ou un Marocain. On peut parfaitement le faire en tant qu'étranger. Je peux même, depuis la France, créer une société au Maroc, en être l'actionnaire unique, en être le dirigeant. C'est parfaitement envisageable. Maintenant, je vous conseille assez fortement, si vous venez créer un business au Maroc, de venir vous y installer. Parce que c'est difficile de gérer un business depuis l'étranger. Il vaut mieux pas, à mon avis. Et donc, il faut venir s'installer. Alors que vous décidiez de vous installer au Maroc pour y créer un business, tout simplement pour essayer d'y être rentier en louant des biens, ou tout simplement pour y passer sa retraite, il faut donc envisager la notion de domicile fiscal, ce dont je vous parlais au début de cette vidéo. Et le domicile fiscal, qu'est-ce qu'on entend véritablement par là, notamment lorsqu'on est résident fiscal de France, au moment où on envisage, on se projette vers le Maroc. Eh bien, en fait, compte le domicile fiscal. D'abord, je vais vous le résumer bêtement avant de rentrer dans le détail véritablement précis juridico-fiscal.
C'est tout simplement l'endroit où on vit. Hein. C'est assez simple à comprendre. L'endroit où on vit, c'est là où on demeure le plus souvent. C'est là où on a sa maison, on a ses habitudes, on a son travail, etc. C'est ça le domicile fiscal. Hein. Maintenant, d'un point de vue juridique et fiscal un peu plus précis, il y a quelque chose de particulier, c'est la convention fiscale franco-marocaine. Normalement, dans la plupart des conventions signées par les États, notamment la France, il est prévu que on regarde d'abord, le fisc français regarde d'abord sa législation interne pour ensuite se reporter à la convention si nécessaire, pour déjà savoir si effectivement la personne est contribuable au sens de son approche à lui. Il s'avère que la convention fiscale franco-marocaine est un peu atypique parce qu'elle est ce qu'on appelle dans notre jargon de fiscaliste d'application immédiate. C'est-à-dire que la convention ne dit pas aux États de se référer d'abord à leur notion de contribuable au sens de leur législation interne, mais elle se réfère directement à la convention et la convention détermine le domicile fiscal d'une personne selon 3 critères par ordre de priorité. Le premier critère, c'est la notion de foyer permanent d'habitation. Grosso modo, c'est un bien dont vous avez la libre disposition à tout moment, un logement, vous êtes propriétaire, qu'on vous loue ou qu'on vous met à votre disposition. C'est donc pas un hôtel. Donc ça, c'est le premier critère. Généralement, les gens ont un appartement, une maison en France et puis décident d'en acquérir un au Maroc et de conserver celui qu'ils ont en France. Et donc on a à ce moment-là, ce premier critère, on a un foyer permanent d'habitation dans chacun des États. Et donc on passe au deuxième critère. Deuxième critère, c'est le centre des activités professionnelles. Là encore, c'est un critère assez atypique parce que dans la plupart des conventions fiscales, on évoque la notion de foyer, de centre des intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux, c'est assez spécifique. Et le centre des activités professionnelles, c'est assez original, on va dire. C'est une des rares conventions où on a ce critère-là. Et le centre des activités professionnelles, ça veut bien dire ce que ça dit. C'est-à-dire que c'est là où vous exercez votre profession, c'est-à-dire c'est là où vous percevez également une rémunération. Donc si vous exercez une profession en France et que vous n'en exercez pas au Maroc et que vous prétendez vivre au Maroc, il y a peut-être des chances que ça soit remis en cause par le fisc français qui va vous dire « Monsieur, vous êtes gérant salarié d'une boîte, ou vous êtes tout simplement salarié, ou vous êtes tout simplement gérant », parce qu'il y a des jurisprudences qui ont visé ce cas-là. Et donc, de ce fait-là, nous, on considère que le centre de vos activités professionnelles est en France et pas au Maroc, quand bien même vous vivriez quasiment toute l'année au Maroc. Et de ce fait-là, on rejette votre domicile fiscal marocain. Donc, centre des activités professionnelles, ça veut dire qu'il ne faut plus avoir d'activité salariée en France, que par contre, il serait donc préférable d'en avoir au Maroc. Et imaginons que ce critère-là ne soit pas rempli, par exemple parce que je suis retraité, à ce moment-là, on passe au troisième critère qui est la durée du séjour habituel. C'est-à-dire là où je passe le plus de temps habituellement, je passe le plus de temps au Maroc qu'en France. Alors, oui, c'est les 6 mois, les fameux 6 mois dont on parle, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux peut-être passer que 5 mois au Maroc, 4 mois en France et 3 mois en Espagne, et le séjour habituel sera donc plutôt le Maroc que la France. Mais il est clair, et il est préférable, il est plus judicieux et plus prudent de passer effectivement 6 mois au Maroc, comme ça, ça met court à toute tergiversation, parce qu'il n'est jamais heureux de tergiverser avec des agents du fisc, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est bien aussi parce que Maroc, par contre, n'est-ce pas, quand vous rentrez ou vous sortez du Maroc, il y a un tamponnateur sur votre passeport et donc on sait exactement le temps que vous y avez passé. Donc, pour nous résumer, si on veut établir son domicile fiscal au Maroc et bénéficier donc d'avantages fiscaux, parce qu'on ne sera plus résident fiscal français, il faut effectivement remplir ces critères. Déjà avoir un foyer permanent d'habitation, c'est-à-dire louer ou acheter un bien au Maroc. Ne plus avoir d'activité professionnelle en France, et puis y passer 6 mois, c'est une bonne chose, et là on pourra établir son domicile fiscal. Simplement la France, qui vous adore, n'est-ce pas, en tant que contribuable, ne vous laissera pas partir comme ça. Il va falloir engager une lettre de rupture avec
avec la France, notamment si j'ai des parts dans des sociétés, que j'ai des très gros portefeuilles titres en France, je vais devoir passer par ce qu'on appelle l'exit tax. L'exit tax, c'est j'ai une part dans une société en France et une société, par exemple une SARL où j'exerce une activité, où je ne suis peut-être pas le seul. D'ailleurs, je rappelle qu'il ne faudra plus que j'exerce d'activité professionnelle au sein de cette SARL, mais que je pourrais parfaitement être actionnaire, passif, parce que ça, ce sont des revenus passifs, non professionnels. À ce moment-là, je suis obligé de faire une démarche auprès du fisc français en disant voilà, moi j'ai des parts dans une ou dans des sociétés en France, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer au Maroc. Le fisc va vous dire très bien, nous on va valoriser vos parts au jour d'aujourd'hui, on va faire comme si vous les vendiez à quelqu'un, donc votre société a une certaine valeur naturellement, donc on va l'estimer, donc imaginons que vous le vendez à temps, ça supposerait que si vous le vendiez aujourd'hui au moment où vous quittez pour vous installer au Maroc, vous nous devriez tant en termes d'impôt. Donc cet impôt-là, ça, on va le noter, et vous êtes maintenant en sursis d'imposition, et si dans les 5 ans qui viennent, ça peut être 3, ça peut être 5, et peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, ça va peut-être changer, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir, peut-être. On va, pendant 5 ans, si jamais vous vendez les parts alors que vous êtes au Maroc, vous serez imposé sur la base de ce que nous avons décidé maintenant. On ne vous demandera pas de cautionner cette somme, puisque vous partirez au Maroc. Le Maroc est un pays conventionné avec la France, et on est dans un cas où on ne demande pas de caution. Sinon, le fisc français, dans certains cas, peut demander une caution en plus sur l'impôt que vous seriez susceptible d'avoir perçu si vous aviez vendu au moment où vous quittiez. Donc c'est comme ça. Donc ça, il y a déjà une première chose. Il faut savoir aussi que lorsqu'on devient non-résident fiscal de France, mais qu'on continue à y avoir des sources de revenus, on est toujours imposé en France. Si vous avez des revenus fonciers en France, vous serez toujours imposé en France, même si vous êtes résident fiscal au Maroc. Et si vous avez des revenus de capitaux mobiliers en France, vous serez également imposé en France. Donc votre fiscalité risque de changer, puisqu'avant vous subissiez une fiscalité en tant que résident fiscal français, et là vous allez subir une fiscalité autre, différente. Alors, quelle est-elle cette fiscalité différente? Eh bien, prenons par exemple les revenus fonciers en direct. Je ne parle pas de là où vous avez une société ou autre. Vous avez un appartement à votre nom que vous louez, et là vous êtes imposé sous un certain régime qui peut être le microfoncier ou ce que vous voulez, et vous êtes soumis ensuite à une fiscalité après avoir disposé d'un certain abattement. Et cette fiscalité en fait dépend, quand vous êtes résident fiscal de France, de votre propre impôt progressif sur le revenu, etc. Lorsqu'on quitte la France, qu'on est non-résident, on est imposé d'une manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'on vous dit, le fisc français vous dit, avant vous étiez peut-être imposé à 10-11% sur ces revenus fonciers dont vous disposiez, maintenant vous êtes imposé au minimum à 20%. Et bien évidemment, vous payez toujours la CSG, CRDS, qui sont applicables, aussi étonnant que cela puisse paraître, alors que vous résidez au Maroc, vous n'êtes plus résident fiscal de France. Sur les revenus fonciers, c'est toujours applicable, et c'est à 17,2%. Donc vous êtes à 20 plus 17,2, ça vous fait 37,2%. Voire vous pouvez, je ne sais plus exactement, je crois qu'on a 36 000 euros par an ou quelque chose comme ça. Si vous dépassez les 36 000 euros par an, vous pouvez même être à peut-être un peu plus, peut-être que je commets une erreur, je ne me rappelle plus très bien, c'est pas très grave, mais vous pouvez être à plus de 20%, vous pouvez passer à 30%. Donc là, si vous êtes à 30%, plus 17,2, ça vous fait 47,2. C'est très différent si à l'époque vous étiez qu'à 11%, plus toujours la CSG CRDS, vous étiez à 11%, là vous passez à 30%. Alors vous pouvez toujours évoquer une chose avec le fisc français, c'est dire oui, certes, d'accord, mais si je prends l'ensemble de mes revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus par exemple que je perçois au Maroc ou ailleurs, plus mes revenus français, et que je les mets
à l'impôt progressif français comme si j'étais résident fiscal de France, peut-être que je serai en dessous de 20%, peut-être que je serai qu'à 15%. À ce moment-là, si vous êtes capable d'en justifier, et c'est relativement aisé à faire, c'est prévu dans les déclarations de revenus, et ben le fisc français vous dit ok, ben très bien, alors vous n'êtes plus à 30%, vous n'êtes plus à 20%, mais vous êtes bien à 15%, plus toujours la CSG, CRDS. Ces revenus fonciers sont donc imposables en France, ne sont pas imposables au Maroc. Pour autant, ils doivent être déclarés au Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, vous allez faire une déclaration fiscale de revenus chaque année, comme vous le faites en France en fait, sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Vos revenus marocains potentiellement, mais également vos revenus étrangers. Et sur ces revenus étrangers, notamment ou autres, de toute façon, vous allez déclarer vos revenus fonciers français. Vous ne serez pas imposé dessus, mais ils vont peut-être augmenter votre taux effectif d'imposition. Par exemple, j'ai déclaré 1000 en tout de revenus avant mes revenus fonciers au Maroc, qui fait qu'au Maroc, je serai imposé à une tranche à 20%. Si je rajoute 300 de revenus fonciers français, je vais augmenter mécaniquement ma tranche d'imposition parce que j'augmente mon assiette et je serai, j'en sais rien, à 25%. Mais je serai à 25% sur mes 1000 et pas sur mes 1300. Je serai imposé que sur les revenus hors revenus fonciers. J'aurai simplement augmenté mon taux effectif d'imposition. Alors après, on peut avoir donc des dividendes d'actions, on peut avoir des revenus obligataires. Et là, je serai imposé au Maroc, et là je parle d'actions, de revenus obligataires étrangers, je serai imposé au Maroc sur tout ce qui est dividendes, revenus obligataires à 15%. Et sur les plus-values, je vends des actions que j'ai dans un portefeuille, je serai imposé à 20% sur la plus-value. Alors sur la plus-value, ça ne fait pas de doute, je serai imposé à 20%, mais sur les 15% sur les revenus obligataires ou les dividendes, ça dépend si déjà j'aurais subi une retenue à la source dans le pays de l'émetteur de l'action. Alors je m'explique, j'ai pris des actions d'une société qui est basée dans un pays, je ne sais pas, ça peut être la Suisse par exemple. La Suisse, cette action, donc Nestlé, quand Nestlé va vous verser son dividende, Nestlé va retenir 40% pour reverser au fisc suisse. Et or, vous avez une convention fiscale entre la Suisse et le Maroc qui dit que la Suisse ne peut pas prélever plus de 15%. Donc à ce moment-là, déjà, vous pouvez, si vous avez déclaré vos dividendes Nestlé, vous pouvez dire oui, ok, j'ai reçu 100, mais là-dessus j'ai subi déjà 40%. Donc, comme je devais 15 au Maroc, je ne dois plus rien parce que j'ai déjà trop payé. Mais vous pourriez même, au cas particulier, réclamer le différentiel au fisc suisse. Et ça se fait. Et donc, ça dépend. Alors, des fois, vous allez avec un pays, une action d'un pays va vous retenir peut-être que 5%. À ce moment-là, comme vous devez payer 15 au Maroc sur ces dividendes de cette action de ce pays-là, comme vous avez déjà payé 5, c'est un crédit d'impôt, vous allez imputer sur les 15, vous ne payerez plus que 10 au Maroc. Donc quelque part, vous payerez toujours 15. C'est ce qu'il faut savoir en termes de dividendes. Sauf si vous mettez ça dans un contrat d'assurance vie. Et vous pouvez mettre dans des contrats d'assurance vie des actions, des obligations, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ce n'est pas fiscalisable puisque c'est l'assureur, entre guillemets, qui perçoit les fonds dans le contrat d'assurance vie. Et vous ne subissez un impôt que lorsque vous faites un rachat partiel ou total de votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire vous prélevez des sommes, vous appelez votre assureur, je dis j'aurais besoin de 10 000 euros. Et là, sur ces 10 000 euros, on va calculer à peu près le montant de gain d'intérêt, parce que dans ces 10 000 euros, il y a l'argent que vous avez mis dans l'assurance vie. Donc il y a un remboursement, et on n'est pas imposé sur son propre argent quand on se fait rembourser, mais on est imposé sur les intérêts qu'on a gagnés. Et sur ces 10 000 euros, il y a peut-être 2 000 euros d'intérêt. Et là, on sera imposé sur ces 2 000 euros d'intérêt, non pas à 15%, mais selon le barème progressif de l'impôt marocain. Mais ça sera probablement plus intéressant que si on était directement
imposés à 15% sur des revenus obligataires, par exemple. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire. Alors, un petit point en termes de réglementation d'échange. Vous avez bien compris qu'en tant qu'étranger, si vous investissez en devises, vous pouvez ressortir les fonds le jour où vous revendez, à mesure que vous êtes capable de justifier de l'investissement à l'origine en devises. Si vous n'êtes pas en mesure de justifier, ou parce que vous avez acheté en dirhams, tout simplement, on vous a prêté des dirhams, que sais-je, à ce moment-là, si vous êtes toujours non résident, c'est-à-dire vous n'êtes pas résident fiscal marocain et que vous décidez de vendre un bien que vous avez acquis en dirhams au Maroc, vous pourrez rapatrier cet argent, mais sur 3 ans, par échelonnement, par exemple 25%. 25% tout de suite, et ensuite 25% tous les 12 mois. Et donc, si jamais vous êtes résident au Maroc et que vous avez acheté en dirhams, vous ne pourrez pas ressortir l'argent. Sauf si vous devenez non résident. Vous repartez du Maroc et là, vous les recevrez sur les 3 ans. Pour nos amis franco-marocains, qui sont MRE, c'est-à-dire les Marocains qui résident à l'étranger et qui décident de revenir s'installer au Maroc, ils ont une obligation en termes de réglementation d'échange. Ils doivent déclarer dans les 12 mois de leur retour au Maroc l'ensemble des avoirs et des liquidités qu'ils détiennent à travers le monde. Donc, s'ils ont un appartement en France, des comptes bancaires, des comptes surlivrés, les enfants, etc., il va falloir tout déclarer. J'ai acheté tel appartement, tel prix, il est à tel endroit, telle adresse, telle référence cadastrale, j'ai un compte bancaire dans telle banque, tel numéro de compte, à la date de mon retour, très précisément le solde était 2. On ne va rien vous demander là-dessus, mais on vous demandera chaque année d'en faire le rapport. Et il faudra donc être en mesure, la première fois que vous avez fait cette déclaration, de pouvoir justifier que vous avez effectivement vécu à l'étranger, une taxe d'habitation, un bail d'habitation, de ce que vous voulez, que vous y avez disposé de revenus, bilan, fiche de paye, et que vous y avez donc établi un patrimoine. J'ai acheté un appartement, j'ai mis de l'argent sur un compte en banque. L'office d'échange va s'assurer que tout ça est bien conforme à une certaine réalité. Et à ce moment-là, va simplement noter votre investissement. Enfin, ce que vous avez à l'étranger. Vous pourrez donc naturellement résider au Maroc et user de ce que vous avez à l'étranger comme bon vous semble. Vous ne serez pas obligé, si vous avez des comptes bancaires en France, vous avez donc régulièrement déclaré à l'office d'échange que vous êtes revenu, vous ne serez pas obligé de rapatrier cet argent-là, vous pourrez le dépenser comme cela vous amuse. Vous aurez à ce moment-là le statut de ex-MRE. C'est une déclaration de ex-MRE qu'on établit en ce sens-là. Et en tant que ex-MRE, vous pouvez naturellement investir depuis l'étranger au Maroc, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas ressortir les revenus et vous ne pourrez sortir que le produit de votre investissement limité au montant de l'investissement initial. Par exemple, je suis MRE, je viens m'installer au Maroc, je fais venir de l'argent, je m'achète une maison en tant que ex-MRE. Et cette maison que j'ai acquise en tant que ex-MRE, le jour où je l'ai acheté 100, le jour où je la revends, 10 ans plus tard 150, je ne pourrai ressortir que les 100 initialement transmis. Mais je ne pourrai pas sortir les revenus, par contre. Ce qui est différent quand on est MRE, naturellement. Voilà, ça c'est l'argumentation d'échange qui, je précise, n'a rien à voir avec la fiscalité. Tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'était de la fiscalité, pendant 30 minutes quasiment, qui s'applique à tout le monde, que ce soit marocain, japonais, français. Je l'ai mis dans une relation franco-marocaine, comme vous l'avez bien compris. Mais ensuite, ce qui est réglementation d'échange, ça n'a rien à voir, c'est différent. Et là, ça dépend beaucoup de la nationalité, soit on est marocain, soit on ne l'est pas. Et puis des aspects spécifiques de la réglementation d'échange, tel que j'ai pu vous l'évoquer. Voilà, je crois que ça, c'était déjà le minimum à connaître, à savoir si on envisage un moment d'acquérir au Maroc ou de s'y établir. C'est le minimum des règles de base. Elles ne sont pas si évidentes à trouver.
Il y a peu de gens qui vont vous les délivrer d'une manière globale. Et c'est pour ça qu'il est très important, avant de faire quoi que ce soit, d'aller voir des professionnels, voire un, voire deux, de bien poser le pour et le contre pour ne pas faire de bêtises. Et si vous faites ça avec intelligence, eh bien, vous réussirez votre investissement et votre implantation en terre marocaine. Marpa. Merci, chers amis. À très bientôt.